Compte complet présente les entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Husseau s'entretient avec un joueur de l'équipe des Raging Cajuns de l'Université de la Louisiane dans la NCAA, Louis-Philippe Langevin. Louis-Philippe Langevin, tu viens de connaître une saison du tonnerre avec les Raging Cajuns de l'Université de la Louisiane. Tu as mené l'équipe pour des retraits sur des prises tout en étant le releveur numéro 1 de l'équipe. C'est pas un mince exploit. Tu as même été considéré pour le trophée Dick Howser, remis aux joueurs universitaires de l'année dans la NCAA. Est-ce que tu t'attendais à une telle année? Je m'attendais pas à autant bien que ça, là, pour être franc, mais je savais que j'allais avoir une bonne saison, mais pas autant que ça. Si je te demandais de te décrire comme lanceur. C'est plus aux États-Unis, ils appellent ça un style bulldog. C'est le style de lanceur que je suis. C'est comme un peu, je m'en sers de que c'est le meilleur frappeur ou peu importe c'est qui est au bâton. Je suis pas capable de frapper ma fastball dans le centre, mais je vais en relancer un autre jusqu'à temps que tu me prouves le contraire. Puis c'est comme ça que j'ai fait cette année. Un peu comme Éric Gagné. C'est exactement la même affaire. Exactement la même affaire. C'est quoi le répertoire de Louis-Philippe Langevin? Balle rapide, une slider puis une change-up. J'avais une cutter, j'ai aussi une cutter, mais ça, c'est pas un de mes... Je travaille dessus. Fait que le pitch s'en vient encore. Au Québec, on a une offre très large dans le sport. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à tes débuts athlétiques. Est-ce que tes parents ont quelque chose à voir? Est-ce que c'était des athlètes? Ce sont eux qui t'ont initié au sport? Mes parents, eux, c'est le typique québécois. Là. Ils jouent au hockey l'hiver. Ma mère joue à la ringuette l'hiver. Puis l'été, ça joue au baseball. Puis ça a été comme ça pour la plupart de ma vie, jusqu'à temps que j'arrive. Après mon primaire, j'étais vraiment hockey principal. Puis après au secondaire, mon père m'a donné 2 options comme OK, tu peux aller à cette école-là, qui est une école plus de hockey. C'est un peu comme la SSF, on va dire, à Québec, là. Autant que ça, mais c'était vraiment pour le hockey, ou tu peux décider d'aller à l'école secondaire, c'est que toute ma famille Langevin est allée, c'est la Seigneurie de Beauport. Tous les oncles, tous les cousins sont tous allés là. Fait que j'ai dit, j'aime bien le hockey, mais je pense pas vouloir faire ça pour le reste de ma vie. Puis jouer au baseball pendant l'été. Le hockey, tu peux pas jouer ça pendant l'été. Puis il y avait l'option de support études des canonniers là-bas. J'ai dit, gars, je vais l'essayer. Puis quand j'ai essayé, j'ai juste pogné la piqûre. Puis je pouvais plus arrêter de jouer au baseball. Puis en même temps, tous mes amis que jouaient au baseball avec eux pendant l'été, avant ça, y aller à cette école-là. Fait que j'avais déjà un bon groupe d'amis quand j'étais arrivé au secondaire. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, c'est juste... pour être franc, j'étais pas vraiment le meilleur, là, mais j'ai tout le temps eu une passion. J'ai tout le temps aimé le sport. Puis quand je suis croissant, j'étais devenu plus grand, plus gros, plus fort, lancer plus fort. Je me suis fait approcher pour faire le midget 3 à 15 ans. C'est avant que ce soit tout le U15 puis tout ça comme maintenant. Là. Mais dans ce temps-là, il y avait à Québec, on avait eu 6 gars deuxième année Bantam qui avaient fait le midget 3, le D1 et le D2. Puis c'était la première année des Canadiens comme midget 3. Avant ça, c'était les Alouas, c'était les Monarques, puis je pense que c'est les Condors, tout ça, à Charlebourg. Puis j'avais fait le midget 3 D1. C'était les 3 meilleurs 15 ans qui avaient fait le D1. Avec Louis-Philippe Thomasin et Mathieu Hamelin. C'était ces deux-là qui avaient fait l'équipe. Et après ça, ça a juste continué à partir. L'année d'après, première année midget, j'ai fait l'ABC, U16. Puis après, ça a juste continué à monter. Est-ce que ta vocation de lanceur déjà était déterminée? Non, aucunement. J'ai jamais vraiment été lanceur. Tu sais, je lançais des fois pour dépanner parce que j'avais un bon bras. Mais je jouais au 3e but. Tu sais, j'étais arrivé dans le midget 3 puis dans le Bantam, je jouais au 3e but. Jusqu'à qu'on est arrivé à l'ABC, que là, ils ont comme fait oui, il est capable de la frapper bien loin, mais il est bien meilleur lanceur. Parce que là, avec des bons coachs, là, tu te rends compte que tu es avec Marc-Antoine Berubé, des Carl Gérinet, des Guillaume Leduc de ce monde, là, comme coach. Que là, tu deviens meilleur parce que oui, tu te détaches du groupe en étant meilleur au baseball, mais en même temps,
ces coachs-là, c'est plus facile pour eux autres parce que leur technique puis la façon qu'ils savent comment lancer, c'est plus facile à enseigner quand tu as déjà une bonne base. Fait que dès que je suis arrivé à l'OBC, je pense que c'était pendant le milieu de ma première saison, on était aux États-Unis, puis ça a fait OK, Bob Fattal me regarde, puis il fait OK, là, on va arrêter de frapper, puis tu vas rien que lancer maintenant. Je fais OK, parfait. Puis depuis ce temps-là, rien que lancer. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est qu'avant de te préparer pour aller aux États-Unis, ta formation ici au Québec t'a vraiment bien préparé. Là. Non, c'est sûr, puis j'ai tout le temps aimé le sport, puis j'ai eu la chance, quand j'étais vraiment plus jeune, d'être un bad boy pour les Capitals de Québec. Ça, c'est une des très bonnes expériences qui est arrivée. Puis là, c'est drôle parce que là, tu sais, oui, tu te promènes plus proche des Québécois parce qu'ils parlent en français sur le banc. Fait, tu deviens pas proche, mais tu parles un peu avec Joe Molo, avec Pelé. Là, ça arrive je pense en 2012 ou en 2013, que Guillaume Leduc, là, lui, il devient joueur, il vient de se faire release par les Mets, puis il joue avec les Capitals, puis je m'en étais jamais rendu compte. J'étais sur le banc, puis tu sais, j'ai jasé, mais tu sais, t'es encore un kid. Puis après, t'arrives dans le sport études, puis là, tu commences à te décrocher un peu du groupe parce que tu deviens un peu meilleur. Puis là, t'as Guillaume Leduc, qui lui, c'était le coach de lanceur du groupe le meilleur. Tu sais, j'étais en secondaire 3, 4, mais je m'entraînais avec les secondaires 5. Puis c'était lui le coach de lanceur. Puis là, tu fais, hein? Puis là, après, tu commences à parler, puis il fait, hey, je m'en rappelle une fois, j'étais bad boy, puis là, je t'ai vu là, puis tout ça. Puis après, t'as le baseball 360, que là, je deviens plus vieux, mais t'es rendu à 15, 16, 17 ans, que là, je deviens de plus en plus proche avec Joe Molo. Après, t'as Carl qui vient faire un séjour comme coach à l'entraîneur au Sportif de Québec. Fait que là, il aussi, en même temps, il coach avec l'OBC. Fait que le monde est petit en même temps. C'est ça qui est drôle. Puis, oui, quand t'arrives dans le Bantam ou dans Atom, tout ça, c'est tes parents qui coachent. Mais quand tu deviens dans des programmes, mettons, oui, l'OBC, mais t'as aussi des sports études maintenant. C'est des anciens, du monde qui ont joué dans les collèges, du monde qui ont joué dans un très bon niveau. Pour la supervision et tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Avant de s'expatrier dans les universités américaines, les athlètes du Québec, souvent, ont l'obligation de compléter un secondaire 6 pour respecter les exigences aux États-Unis, le système étant pas le même, évidemment. C'était aussi ton cas. Ouais, il a fallu que je fasse 2-3 cours. J'ai fait ça ici à Québec en ligne. Mais la raison pourquoi, c'est à cause que au niveau secondaire, au Québec, c'est juste au Québec parce que l'Ontario et tout ça, c'est comme les États-Unis. On a juste 11 niveaux d'école. Aux États-Unis, il y en a 12. Mais on n'a pas besoin de faire un 12 ans complet. Je connais, tu sais, il y a ben de mes amis qui, eux, sont au collège, eux sont allés au cégep, puis ont fait une session au cégep, puis ils ont été corrects. Moi, j'avais décidé de faire juste des cours en ligne. C'est un programme d'Ontario qui donne ça. Puis, il a fallu que je fasse quelque chose comme 2-3 cours. Bon, prochaine étape, tu te retrouves au sud de la frontière, 2 années dans les Junior College au Wabash Valley College. Je suis allé dans un très bon JUCO, là, c'est Wabash Valley College. C'est pas dans une très bonne conférence, mais c'est tout le temps les meilleurs dans leur classe. Puis dans les 30 ans, 40 ans du programme, ils étaient allés 2 fois au World Series. Puis quand je suis arrivé là, on est allé back-to-back years. Ça veut dire à la fin, quand je suis parti, ils sont allés 4 fois. C'était quand même cool. La première année, quand on est allé, on a fini quatrième, puis l'année passée, on a fini deuxième. On a perdu dans le championnat. Mais c'était une très belle expérience, là, du World Series. Il y a plusieurs années, voire même quelques décennies, il y a des institutions dans le Nord qui ont connu du succès, particulièrement dans le Midwest. Le Midwest, JUCO, il y a des très bons programmes, oui, mais c'est pas comparable à ce qu'il y a dans le Texas, ce qu'il y a en Floride. Quand tu arrives en Floride et tu vas à des collèges comme Central Florida, Chipola, il y a bien des Québécois qui font à Chipola, n'importe comme Robin Villeneuve est allé à Weatherford au Texas. Tu sais, ces écoles-là, je suis dans la conférence, puis les lanceurs partant en 95, c'est des junior college. La seule raison pourquoi ils sont dans des junior college, c'est qu'ils sont pas dans des D1, c'est souvent à cause des notes. Moi, personnellement, la raison pourquoi je suis allé, c'est juste à cause que j'étais pas encore assez bon pour aller dans un D1 en partant. Puis dans le Midwest, ben, le niveau est vraiment moins bon. Tu as tout le temps 2, 3 équipes dans la conférence qui sont bonnes, très bonnes. Après ça, là, ça commence ça descend assez vite de compétition.
C'est souvent ça dans le Midwest. Mais oui, tu sais, il y a à peu près 4-5 conférences là, dans l'Illinois, puis dans l'Iowa, à ce point-là. Puis il y a des très bonnes équipes, mais c'est juste que les conférences sont un peu moins bonnes au complet de la conférence. Bon, pour la saison 2024, tu te retrouves avec les Raging Cajuns de l'Université de la Louisiane. Est-ce que tu t'attendais à devenir le releveur numéro 1 de l'équipe? Non, aucunement. Quand je suis arrivé dans l'automne, puis au début du spring, au début du printemps, j'allais être un starter pour le week-end. J'allais être le Friday night starter, le lanceur du vendredi. Mais le coach, tu sais, les coachs universitaires, ils s'en sacrent un peu c'est quoi ton rôle. Là. Le but, c'est de gagner. Puis après des longues discussions avec les coachs et tout ça, ils ont pris la décision que c'était plus important de me diffuser plus qu'une fois par semaine. Parce que quand tu startes un vendredi, tu peux juste lancer le vendredi. Ou tu startes le samedi, peu importe c'est quoi la journée, tu peux juste l'utiliser une fois par semaine parce que tu lances tellement de lancer. Mettons dans relève, ben, je pouvais lancer vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi. Fait que je lançais comme 3 fois par semaine. Fait que c'est juste que l'équipe avait besoin d'un gars qui lançait plus qu'une fois. Puis j'ai commencé les 2 premières semaines. C'était ça mon rôle. Après ça, notre Friday Night Starter, qu'il n'y avait pas vraiment de pas, tu sais, ça allait pas vraiment bien. Fait qu'ils m'ont mis lanceur du vendredi pendant 3 semaines. Parce qu'ils voulaient essayer ça. Puis finalement, après 3 semaines, ça a fait ben là, on a encore besoin dans le bullpen parce que le bullpen il commençait à rusher un peu. Fait que là, OK, on va tomber dans le bullpen, puis là, ça restait dans le bullpen jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'il faut souligner, c'est quand tu es le partant du vendredi, tu es considéré comme le partant numéro 1 de l'équipe. Exactement, oui. Avais-tu d'autres options avant d'accepter d'aller à l'Université de la Louisiane? J'avais d'autres options. J'étais allé à d'autres visites. Là. J'ai visité 5 universités en total, mais c'est juste que quand je suis arrivé à l'Université de la Louisiane, j'ai fait OK, ouais, mais ça, c'est une place à jouer. C'était comme, c'était un feeling que j'avais pas eu à d'autres places. C'est ma dernière visite en plus. Puis, quand j'ai eu ce feeling-là, j'ai fait OK, il faut que je joue ici. Fait que c'est la première raison. Parle-nous un peu de la qualité de la formation que tu as reçue avec les Cajuns. Ben, c'est sûr que le coach en chef qui supervise tout, puis coach Matt Deggs, je veux dire, il a 25 ans, 30 ans dans le business du baseball à coacher. Il est allé coacher à Texas A&M, il est allé à Sam Houston State, Arkansas, il a fait partout. Puis les coachs avec qui il était avant, tu sais, il a appris c'est sûr que sa game est différente de tous les autres coachs, là, tout le monde il parle de ça, mais t'apprends tellement juste comment jouer au baseball, pas, mettons, OK, quand t'es un retrait, puis t'es un coureur au premier but, ben, faut que tu tournes un double jeu. Pas ça, là, mettons. Situation, 7e manche, frappeur 6, 7, 8 au bâton, ben là, on va essayer de faire ça. C'est plein d'affaires comme ça que personne pense vraiment au baseball, puis t'apprends des affaires à chaque jour. Puis en même temps, là, tu as le old school view avec Coach Matt Dex, mais Coach Gunner, l'AIG, qui était le coach de lanceur. C'était sa première année de coaching, mais le gars, c'est un stud. Il a lancé 5 ans avec l'Université de la Louisiane. Puis 2 fois All-American. Le gars, il a été semi-finaliste pour les Golden Spikes, qui est le Heisman pour le baseball. Le gars, il est vraiment, il a joué pro, un stud. Là. Ça, on dirait que ça fait 15 ans que coaché dans les bigs. Puis t'apprends, là, avec lui, t'apprends comment lancer une game. C'est pas juste, OK, ben là, si t'as une bonne fastball, lance ça pour des strikes, puis s'il y a touche pas, relance là. Mettons, là, ça commence, OK, là, il faudrait que tu lances. Ça, ce compte-là, c'est un compte de change-up. Lance la change-up ici. Avec, quand tu vois un swing comme ça, la situation. Fait que j'ai vraiment appris à comment, pas juste lancer, mais comment devenir un lanceur pour le vrai, là. OK, manage, t'as un coureur au 2e but, il court à peu près cette vitesse-là, il y a ce nombre de buts volés-là au 3e but cette année, il vole ce nombre, mettons c'est un compte de 2-0, il vole plus souvent là. OK, ben là, on va lancer une fastball à la place que ça soit une change-up, même si ça serait plus change-up parce que tu veux pas que le coureur se rende au trou. Toutes des affaires comme ça que tu apprends, que c'est plus mental que personne pense. Mais là, le monde, quand ils sont à la maison et qu'ils écoutent du baseball, ils pensent pas à ça. Mais c'est des affaires comme ça que tu apprends. Dans le fond, tu vas non seulement
à l'école de façon conventionnelle dans ta formation académique, dans ton programme. Est-ce que tu me dis que c'est aussi une formation en baseball? Exact. Coach Deggs dit, quand tu viens ici à l'école, tu reçois un degree, soit ton diplôme à l'école, mais soit un diplôme de baseball. Parce que tu as tellement d'affaires. Que c'est pas tout le monde qui coach, là, il y a plein d'universités. Je sais pas, là, mais c'est sûr qu'il y a des universités, des gros programmes, là, qui ne coachent pas ça parce qu'ils pensent que tout le monde le sait. Même si tu le sais, il va leur dire à chaque année. À chaque année, il dit la même affaire. Évidemment, tu as beaucoup de retraits sur des prises. On parle de baseball. C'est quoi la vélocité de ta balle rapide? D'habitude, c'est entre 95 et 96. J'ai touché 98 une fois, mais d'habitude, je lance 95-96. Est-ce que tu t'es toujours démarqué de la sorte? Non. Quand je suis arrivé dans Junior College, je lançais 86-89. Dans ce cas-là, comment tu es parvenu à ajouter ces 1000 à l'heure qui sont très importants là, sur ta rapide? Ben, c'est devenir mature physiquement, apprendre un peu comment utiliser ton corps, la mobilité, la force, les entraînements, tout ça. Puis c'est sûr que quand t'arrives, c'est 24/7 du baseball. Oui, le monde qui sont au sport-études ici, admettons, l'avant-midi, ils vont à l'école, puis l'après-midi, ils vont jouer au baseball. Mais là-bas, tu finis l'école, tu finis tes cours, tu vas au terrain, puis tu ne ressors pas de là jusqu'à temps qu'il se fasse 7 heures et qu'il soit 7 heures le soir. Puis c'est pas à cause que la pratique finit à 7 heures, c'est juste que tu veux tout le temps faire plus d'affaires. C'est 7 jours. Tu sais, des fois, oui, tu as des breaks qui te donnent la fin de semaine off, mais le monde va quand même au terrain faire leurs affaires tout seul parce qu'ils veulent pas être derrière le programme de tout le monde. Puis tu veux pas non plus être le gars que j'ai pris toutes mes fins de semaine de off quand j'aurais pu lancer. Là, t'arrives dans la saison, puis ça paraît. Là, t'es moins bon que les autres, puis là, ils font comme, OK, ben là, tu joueras pas ce temps-là. Tu veux pas être ce gars-là non plus. Fait que, tu sais, c'est 24/7 du baseball. T'arrives aux appartements avec les gars, si tu parles de baseball, c'est juste ça. Tu parles de l'engagement des joueurs que tu as constaté là, en Louisiane qui est constant. Je sais qu'il y a des restrictions quant aux entraînements supervisés. Et dans le fond, ce que je te demande, c'est est-ce qu'il y a des différences entre ce que tu as vécu la dernière année en Louisiane et le Junior College? Ouais, ben, tu sais, ça, c'est une grosse différence entre Junior College et des D1. C'est Junior College, j'ai pas de limite. Là. Je me rappelle ma première journée que je suis arrivé à Wabash. La première pratique, ça a été 8 heures le matin à 7 heures le soir. 7 heures, c'est à cause qu'il faisait noir et on n'a pas de lumière au terrain. C'est la seule raison pour que la pratique arrête pas. Ça, c'est la première journée. Mais quand tu arrives dans un D1, ben là, c'est la première phase de l'automne, c'est comme 8 heures par semaine. Tu n'as pas le droit de pratiquer plus que ça. Et oui, même si tu fais 8 heures c'est 2 heures, mettons, je te dis 1 heure et demie, 2 heures par jour. Mais après ça, les gars, tu sais, là, tu pratiques, c'est pas vraiment, tu sais, tu pratiques des jeux, OK, mettons, le monde qui frappe, c'est vraiment des situations. Après ça, on allait manger, on allait à notre appart, peu importe, on chillait un peu, puis on revenait, il était 7 heures le soir, on faisait noir, 8 heures, on mettait les lumières, puis on faisait un BP. Là, le monde pratique encore. Puis là, il y a la moitié de l'équipe qui sont là. Là, c'est juste, mettons, tu relaxes avec les boys, c'est un bon temps pour passer tu passes le temps en même temps, puis les gars continuent à pratiquer en même temps, en fait. Les heures, c'est vraiment juste pour quand il y a des coachs qui sont là, qui ont le droit de t'enseigner. Mais après ça, les gars, tu peux revenir, tu peux être là 15 heures au terrain puis pratiquer si tu veux, là, pour un joueur. C'est juste la limite de temps avec les coachs. Merci beaucoup, Louis-Philippe Langevin, et bonne chance pour la suite des choses.